Bienvenue dans le débat ce soir. Le Venezuela en crise. Les manifestations contre le président Nicolas Maduro se succèdent après celle du 1er septembre qui avait rassemblé 1 million de personnes. Une nouvelle journée de mobilisation plus modeste hier a rappelé l'urgence pour l'opposition. Ceux qui opposent le président veulent la tenue d'un référendum révocatoire avant le 10 janvier. En jeu, plus que l'avenir d'un homme, un possible changement de système après 18 ans de chavisme. On en parle ce soir avec mes invités. Tout d'abord, retour sur cette nouvelle journée de mobilisation hier où les anti et les pro-Maduro étaient à nouveau dans la rue. L'accès au Conseil national électoral leur est bloqué, mais les représentants de l'opposition ne comptent pas reculer. Ils sont soutenus par des milliers de manifestants qui exigent la tenue d'un référendum révocatoire pour précipiter le départ du président socialiste. Vous êtes cernés par un pays qui veut le changement. Vous êtes cernés, alors cédez, laissez la voie. Parce que ce qui se prépare, c'est la coexistence, la paix, la démocratie. Ce qui arrive, c'est le référendum révocatoire. Les opposants reprochent à Nicolas Maduro sa dérive autoritaire et son incapacité à sortir le pays de la crise qu'il traverse depuis l'effondrement de ses revenus pétroliers. Moins nombreux à manifester, les partisans du président appellent au respect des urnes. Nous reconnaissons qu'il y a une force démocratique d'opposition, mais nous ne pouvons pas permettre qu'elle vienne nous retirer ce qui a été accompli grâce à un gouvernement que la majorité des Vénézuéliens a élu. La présidence a déposé plusieurs recours en justice pour ralentir la procédure, mais les opposants font tout pour que la mobilisation ne s'essouffle pas. Prochaine étape, réunir 4 millions de signatures en 3 jours pour ouvrir la voie au référendum. Mais le Conseil national électoral prévient, cette collecte ne sera possible que fin octobre. Et on en parle ce soir avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir Serge Olivier, enseignant à l'Université de La Rochelle, doctorant à Paris et spécialisé sur l'histoire récente du Venezuela. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également ce soir Paula Vázquez, qui est anthropologue et chargée de recherche au CNRS, également auteur du Chavisme, un militarisme compassionnel. Bonsoir. Bonsoir. En plateau également Claudio Calfuquir, qui est responsable pour le Venezuela à la Commission Amérique latine du Parti de gauche. Bonsoir. Et également avec nous ce soir François-Xavier Freland, grand reporter spécialiste du Venezuela et longtemps correspondant de France 24 et RFI dans la région. Bonsoir. Tout d'abord, Paula Vázquez, est-ce qu'on touche à la fin du chavisme ? En fait, il y a une transition qui aurait pu se dessiner d'une manière claire le 15 décembre 2015 lorsque l'opposition a gagné l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est une date importante à retenir où il y avait une transition à venir d'une certaine manière parce que l'un des pouvoirs publics donc, n'était plus dans la main du chavisme. Or, d'ici, ça fait 9 mois, 10 mois de ce triomphe. Et là, on est dans une situation encore pire. En fait, à ce moment-là, je pense que c'était le moment pour le président Maduro de prendre une série de mesures parce que la situation économique que vit le pays aujourd'hui, elle était parfaitement évitable. Là, on est en train de vivre une série de conséquences des choses qui n'ont pas été faites et qui auraient dû être faites et qui auraient pu être faites aussi. Et donc d'une dérive autoritaire, complètement. Puisque cette arrivée au pouvoir de l'opposition aurait pu être mieux reconnue, mieux prise en compte. Claudio Calfuquir. Alors, d'abord, moi, je pense qu'il faut, lorsqu'on parle du Venezuela, il faut aussi rester à chaque fois un peu humble. En tant que nous, Français, il y a une chose qu'il faut quand même rappeler, c'est que le Venezuela est une démocratie. Au Venezuela, ça fait depuis des années où on connaît on va dire des élections avec des taux de participation qui devraient nous faire rougir en France. Au Venezuela, c'est aussi un pays où à chaque élection, il y a une multitude d'observateurs internationaux qui viennent avec des commentaires très positifs des élections au Venezuela. Et on parle, vous l'avez rappelé aussi, de référendum révocatoire. C'est quelque chose qui n'existe pas ici en France et en Europe. Et tout ceci a été mis en place grâce au chavisme. C'est Chavez, justement, qui a mis en place ce référendum révocatoire, qui est un pouvoir également populaire et ici affronté. Mais seulement, il y a des règles pour celui-ci. Il faut respecter les différentes règles pour
mettre en place un référendum révocatoire. Et c'est ce qu'est en train de faire tout simplement actuellement Maduro. François-Xavier Follin. Alors moi, je veux bien rester humble. La différence peut-être parfois entre certaines expériences et d'autres. D'abord, il y a une Vénézuélienne à ma gauche et je remarque qu'en face, il n'y a jamais de Vénézuéliens qui viennent défendre la politique de M. Maduro. Vous avez toujours beaucoup de mal sur les plateaux de télévision à trouver de vrais Vénézuéliens. À Paris, quelqu'un qui puisse qui viennent. Donc c'est un petit peu à l'époque comme ce qui se passait au moment des dictatures au Chili ou en Argentine, où vous aviez que des gens qui avaient fui ces régimes et qui étaient là pour évidemment faire parler cette opposition à des régimes autoritaires. Il s'agit d'un régime autoritaire, d'une dérive quasi totalitaire, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on le voit bien, l'armée reprend en main le pays à tous les niveaux de l'État. Donc c'est un petit peu inquiétant, surtout qu'on sait très bien que M. Nicolás Maduro est très proche du régime cubain, qui n'est pas non plus le plus démocratique des régimes, et que M. Maduro va chercher de temps en temps sur l'île à Cuba quelques conseils pour pouvoir diriger un pays qui est devenu indirigeable, puisqu'on l'a vu, le pays est au milieu de l'abîme. Il n'est même pas face à l'abîme, il est dans l'abîme, il est dans le chaos. Oui, en fait, cette question de la démocratie, ça dépend de la conception qu'on a de la démocratie. Si la démocratie, c'est la question électorale uniquement, déjà, ils sont plus majorité et on dirait qu'ils ont du mal à l'accepter, les gouvernements chavistes. D'autre part, il n'y a plus de séparation de pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'au moment d'élire la nouvelle Assemblée, les membres du Tribunal suprême de justice, l'équivalent du Conseil d'État en France, ont été élus par les gouvernements de Maduro. Donc, il n'y a pas de séparation des pouvoirs publics. Donc, le Tribunal suprême de justice vient d'annuler avant-hier toutes les lois de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est la seule démocratie au monde où les lois faites par l'Assemblée nationale sont d'emblée invalidées par le Tribunal suprême de justice. Donc ça, c'est pas une démocratie. Serge Olivier, après 18 ans de chavisme au Venezuela, on se retrouve face à une situation où finalement le système est entre les mains du président. Alors on est dans une situation de cohabitation depuis décembre 2015 avec une Assemblée nationale qui est passée entre les mains de l'opposition pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du chavisme et une présidence qui est toujours chaviste, donc dirigée par Maduro. Ce n'est pas un État totalitaire puisqu'il n'y a pas de parti unique, donc c'est quand même quelque chose de clair. Il y a pour autant une dérive autoritaire qui est aussi frappante depuis plusieurs années, notamment dans les médias et notamment lors des processus électoraux. C'est-à-dire les processus électoraux sont plutôt clairs, le vote lui-même est plutôt clair, mais les campagnes ne le sont pas. Et les financements des campagnes, notamment, ne le sont pas. Maintenant, pour ce qui se passe depuis décembre 2015, oui, c'est une cohabitation dans la confrontation permanente. L'Assemblée nationale veut mettre fin à la présidence de Maduro par des voies constitutionnelles, et le président Maduro veut continuer à pouvoir gouverner sans rendre compte à l'Assemblée nationale. Cette question, on en avait beaucoup parlé au moment de la mort d'Hugo Chavez, Claudio Calfuquir. Est-ce que le chavisme allait lui survivre et pouvait-elle lui survivre par le biais du personnage de Nicolás Maduro? La réponse semble être non. Bien sûr que si, le chavisme vit et continuera à vivre, puisque le chavisme, c'est beaucoup plus que Chavez. Lorsque j'étais récemment au Venezuela, je peux vous dire qu'il y a eu une quantité de manifestations qui demandaient, première chose, la paix, parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a eu des événements très violents de la part de l'opposition, les Guarimba qui ont fait plusieurs dizaines de morts. Il faut rappeler aussi que le pouvoir a toujours très bien respecté, on va dire, les différents groupes parlementaires d'opposition. Il leur a déjà d'ailleurs tendu la main, qu'ils ont certains refusé. Et je peux vous dire qu'il y a une multitude de manifestations, et c'est dommage que parfois dans les médias ici on les montre rarement. En une semaine, il y avait une manifestation des routiers en faveur de Chavez. Il y avait une manifestation des différents jeunes travailleurs partout dans le pays, et des manifestations massives. La semaine suivante, il y avait les bisexuels et d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je peux vous rappeler la dernière manifestation de l'opposition, de quand elle date ?
Vous vous rappelez, Avant hier. ça fait avant le 1er septembre, ça faisait un bon petit moment qu'il n'y avait pas une manifestation. Donc il faut aussi remettre un peu les choses dans ce contexte. Et le 1er septembre, là, ce qu'on voit surtout actuellement au Venezuela, c'est qu'il y a une grande richesse de débats. Au Venezuela, on débat aussi bien la jeunesse que les différents. Et c'est la preuve aussi que cette démocratie est vivante et que le chavisme est plus que vivant. Peut-être que monsieur, représentant du parti de gauche, a été si bien encadré qu'il débattait avec des gens du même avis que lui. Mais en tous les cas, aujourd'hui au Venezuela, on ne débat plus. Quand on connaît un peu le Venezuela, on sait très bien qu'il n'y a pas de débat possible. On est anti-chaviste, on est chaviste, on ne débat plus au Venezuela. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a une autre chose qui est assez intéressante, c'est que vous voyez ça effectivement avec un regard très français. Vous parlez de gens très dangereux qui porteraient atteinte à la sécurité de l'État. Ça ne vous dérange pas, vous, parti de gauche, de temps en temps, de soutenir des gens qui tirent sur les policiers français et en criant « halte à la répression ». On n'a jamais soutenu ça. C'est juste une comparaison qui est très intéressante parce que vous êtes deux poids, deux mesures sur ce genre de choses. Et ensuite, je reviendrai sur le détail de la cohabitation. C'est pas vraiment une cohabitation, je suis désolé, mais une cohabitation, il faudrait encore que les députés de l'opposition soient invités à faire partie du gouvernement. Or, ce n'est pas le cas. Au Venezuela, vous avez une Assemblée nationale qui n'a plus aucun intérêt, qui n'a plus aucun pouvoir, puisqu'elle n'est pas écoutée par l'exécutif. Et c'est tout. C'est une coquille vide, l'Assemblée nationale. Dans ce sens-là, ce n'est pas une cohabitation parce qu'avant hier, elle vient d'être invalidée. Elle n'existait plus juridiquement, l'Assemblée nationale vénézuélienne. Là, on peut parler de coup d'État institutionnel. En fait, on a invalidé l'Assemblée qui a été élue par le peuple. Ça, c'est une chose. Mais il y a l'autre chose. Sur la question du chavisme aujourd'hui, pour revenir à votre question, il y a les omertas officiels, sont lesquels? La santé publique et l'alimentation. Donc, les Vénézuéliens sont en train de vivre une situation de pénurie alimentaire inouïe en Amérique latine. Il y a une situation pratiquement de famine, de privation de protéines. Il y a des enquêtes de la Fondation Bengoa, des collègues qui travaillent avec la santé publique, et ça s'est traduit dans une diminution du ratio taille-poids des enfants. Donc ça, c'est une situation extraordinairement terrible pour la population vénézuélienne. Et l'autre chose, c'est la santé publique. Les Vénézuéliens sont aujourd'hui en train de mourir parce qu'il y a 80% des médicaments qu'on ne trouve pas dans les pays. Ils meurent, surtout les malades des maladies chroniques, diabète et cancer, meurent parce qu'il n'y a pas de médicaments. Je ne vous dis pas des malades des sida, je ne suis pas très d'accord par rapport à la question des bisexuels, parce que par rapport à la question des minorités, on peut largement discuter, mais je reviens à cette question de cette situation. Ça, c'est les points les plus importants qui a été toujours évoqué la révolution, c'est la nourriture et l'alimentation, et aujourd'hui, ces modèles-là s'effondrent d'une manière dramatique. Alors, justement, je voudrais vous parler, parce que c'est une crise politique qui vient dans le contexte d'une crise économique très grave. On a vu l'effondrement du prix du baril qui a bien entendu affecté l'économie vénézuélienne. On a quelques chiffres à vous montrer, je pense, sur l'état de cette économie vénézuélienne, où elle en est aujourd'hui. Quelques chiffres assez parlants. Une inflation, vous le voyez, 180% 2015, 500% 2016, chômage 7,4 2015, 17,4 2016, PIB 5,7 2015, 8% 2016. On parle véritablement, Serge Olivier, de l'effondrement de l'économie vénézuélienne. Alors cet effondrement, il est réel, mais il ne date pas de la chute des cours du pétrole. En fait, il a commencé avant, c'est-à-dire que le Venezuela connaît une crise des liquidités qui engendre une crise inflationniste très forte depuis 2013, alors que les cours du pétrole ont commencé à chuter en 2014. Donc c'est très clairement une conséquence de la gestion économique chaviste qui a connu vraiment un manque de vision, un manque de qualité de gestion, beaucoup de corruption, c'est vrai. Qui a pu profiter des beaux jours quand les choses se passaient bien et qui n'a pas su se préparer pour les mauvais. Exactement, les missions sociales à partir de 2003 qui ont fait beaucoup de bien aux populations défavorisées au Venezuela ont été construites à l'aune de la hausse des cours du pétrole, mais la crise des liquidités a devancé la baisse des cours du pétrole. C'est-à-dire que alors que les cours étaient hauts, la gestion chaviste a vraiment mis les réserves internationales de cash du Venezuela à bas. Claudio Calfucuré, la véritable faiblesse du chavisme, au-delà de la question du personnage, c'est ça. C'était une mauvaise gestion de l'économie, une incapacité à se préparer à un avenir peut-être moins certain, où le prix des matières premières ne serait pas ce qu'il était à une certaine époque. Alors il y a une chose qui, je suis content qu'on le reconnaisse ici, c'est qu'il y a eu des fonds qui ont été dépensés pour des missions sociales.
il y a eu, justement, parlant de santé, les différentes missions Barrio Adentro, ou les différentes missions qui permettaient justement à une partie de la population qui n'avait jamais vu de soins avant le chavisme, se refaire les dents, se refaire voir des médecins, entre autres cubains et d'autres, venir dans leur quartier. Aujourd'hui, actuellement, au Venezuela, il y a une autre mission qui est aussi celle des logements. Pendant qu'ici, en France, on a un manque énorme de logements, là-bas, il y a justement la construction de ces logements. Problème, Bien sûr, ils sont pas parfaits, mais il y en a eu 1 200 000 en un an et quelques. Donc après, il est clair qu'on peut toujours critiquer ces différentes missions sociales. Mais c'est aussi ça, le chavisme. C'est la répartition des richesses. Et c'est aussi ça qui gêne parfois. C'est lorsqu'on voit les différents circuits de distribution, et notamment différents médias au Venezuela, où une bonne partie sont entre les mains des privés et de grands propriétaires. La société Polar, par exemple, qui détient actuellement une grande partie de la distribution au Venezuela. Par rapport à des questions très techniques, non. Les inégalités sociales aujourd'hui sont plus profondes qu'avant. Pourquoi? Parce que l'émission, qu'avant Chavez. Pourquoi? Parce que la révolution est l'émission que, bien sûr, on ne peut pas contester. C'est le titre de mon livre. Disons que la compassion du chavisme, c'est fini. Là, il n'y a plus de compassion. Pourquoi? Parce que ces transferts d'argent à la population la plus démunie, c'était en espèces, c'était un cash, donc c'était une révolution consumériste. Et on a cru qu'on pouvait diminuer les inégalités sociales par la consommation. Or, dès que l'État fait faillite, dès qu'il s'installe une corruption énorme dans tous les systèmes économiques créés par Chavez, ça s'effondre. Et c'est les gens maintenant qui sont en train de vivre une situation pratiquement de famine. C'est d'ailleurs, à mon avis, l'une des plus grosses faillites du régime chaviste. C'est de ne pas avoir un petit peu transformé les mentalités. Vous avez aujourd'hui au Venezuela une mentalité finalement très libérale. C'est-à-dire que les gens ne pensent en règle générale qu'à eux. C'est un système très individualiste et ils ne l'ont pas transformé, ils n'ont pas modifié les choses, ils l'ont empiré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Vénézuélien moyen rêve d'avoir un téléphone. Alors vous allez me dire que c'est le rêve de beaucoup de gens dans le monde, mais on aurait pu imaginer que, comme les Cubains, il y ait d'autres rêves. Des rêves d'une société plus solidaire, des rêves d'une société, etc. Or, on est resté sur des choses très matérialistes. Et c'est bien, là, je trouve, la pire faillite pour un système qui s'agit social. On va y revenir dans la deuxième partie du débat, que je voudrais élargir à cette question de la gauche, peut-être en Amérique latine, parce que je pense que vous avez touché un problème peut-être qui s'étend au-delà des frontières vénézuéliennes. On en parlera dans la deuxième partie du débat. C'est dans quelques minutes.